Bonjour. Alors aujourd'hui, on va finir le chapitre sur les lasers et je vais directement commencer par un bilan sur les transitions et la comparaison avec la formule de Planck. Donc je rappelle que les phénomènes de transition sont l'absorption, l'émission spontanée et l'émission induite. Et je vais considérer un système qui est formé par un ensemble N1 d'atomes et N2. Donc N1, c'est le nombre d'atomes qui se trouvent à l'état E1. N2, c'est le nombre d'atomes qui se trouvent à l'état excité E2. L'ensemble est en équilibre avec un rayonnement électromagnétique. Alors sur ce dessin-là, j'ai schématisé ce système-là. Donc vous voyez qu'à l'état normal de température, vous avez le nombre d'atomes N1 qui sont dans l'état fondamental qui est très grand devant le nombre d'atomes N2 qui sont eux à l'état excité. Mais vu que vous avez envoyé une onde électromagnétique, il va y avoir un phénomène d'absorption et d'émission qui va être installé. L'ensemble est à l'équilibre. Si l'ensemble est à l'équilibre, ça veut dire qu'il n'y a plus de variation de nombre ni N2 ni N1 au cours du temps. Et donc, je vais pouvoir écrire variation du nombre N2 égale moins dN1 sur dt. Ça veut dire ce qui passe de l'état excité va dans l'état fondamental et inversement. Cette variation-là, elle est égale à 0. Je tiens donc à préciser que N1 plus N2 est une constante au cours du temps. Et donc, je vais faire à l'équilibre un bilan du nombre d'atomes qui vont absorber et du nombre d'atomes qui vont émettre, soit par émission stimulée ici, soit par émission induite que vous voyez là. Ça va me permettre de déterminer en fait le coefficient ou la densité d'énergie spectrale, UNU, que je vais mettre en facteur et que je vais pouvoir écrire en fonction des coefficients d'Einstein, A de 1, B1, 2 et B de 1. Cette expression, vous le voyez bien, fait apparaître le rapport N1 sur N2 que je peux développer selon la statistique de Boltzmann en fonction de l'énergie du niveau E2 et de l'énergie du niveau E1. Donc G1 et G2, ce G2 sont tout simplement les degrés de dégénérescence du niveau E1 et E2. Donc vous voyez bien que ce rapport-là fait apparaître exponentielle h nu sur 4t. H nu n'est autre que la différence E2 moins E1. Donc vous pouvez évidemment retourner à votre cours de statistique ou alors je vous invite à voir l'annexe du tome 1 du Spolsky. Donc ceci étant, je vais venir remplacer le coefficient N1 sur N2 ici par son expression G1 sur G2 exponentielle h nu sur 4t dans l'expression de la densité d'énergie spectrale. Ça va vous donner finalement cette chose-là dans laquelle je vais venir factoriser par le coefficient B de 1. Le but est de faire apparaître le 1 pour que je puisse comparer cette expression de la densité d'énergie, UNU, à celle que j'ai déjà obtenue quand on a étudié le corps noir. Ça, c'est dans l'hypothèse de Planck du corps noir, l'énergie spectrale du corps noir dans l'hypothèse de Planck. L'identification de ces deux formules va vous donner que B1,2 sur G1 sur B1 de G2 égale à 1, ou encore B1 de G1 égale G2 B de 1 d'un côté. D'un autre côté, le dénominateur A de 1 sur B de 1 égale à ce coefficient-là, 8pH nu cube sur C cube. La première conclusion est que si je mets G1 égale G2, ou tout simplement je mets G1 égale G2 égale à 1, c'est-à-dire un système non dégénéré, alors vous voyez que les probabilités de transition ici d'absorption et d'émission induite, elles sont les mêmes. B1,2 égale B de 1. C'est-à-dire tout le phénomène qui fait appel à l'absorption, que ce soit de l'absorption ou de l'émission stimulée, il a lieu avec la même probabilité de transition. De même de cette petite formule-là, sachant que A de 1, c'est le coefficient d'émission spontanée, sachant que B de 1, c'est le coefficient de l'émission induite, vous voyez que l'émission spontanée est beaucoup plus prépondérante par rapport à l'émission stimulée, surtout pour les hautes fréquences. Quand nu est grand, A de 1 est très grand au détriment de B de 1.
Maintenant, je vais voir comment est-ce que je peux amplifier l'onde incidente et inverser la population. C'est la base même du principe du laser. Je vous rappelle que laser, c'est l'acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Je vais étudier dans un premier cas le système à 2 niveaux d'énergie. Alors, je vais considérer un faisceau lumineux qui se propage dans un milieu amplificateur quelconque. Donc, il va y avoir une variation de ce faisceau-là selon la quantité d'énergie absorbée et la quantité d'énergie émise. Sur cela, donc, je vais considérer un petit élément dV qui va recevoir donc un flux d'une onde électromagnétique. Et puis, à la sortie, je vais compter quel est l'ensemble du photon obtenu par émission induite et celui obtenu par émission spontanée. Donc ici, sur ce bilan-là, je ne vais pas m'intéresser à la loi de Beer-Lambert, à savoir l'absorption par la propagation du vecteur de Poynting ou de la moyenne du vecteur de Poynting. Donc la puissance P égale P0 exponentielle moins Kz. Je vais juste regarder le bilan de mes phénomènes d'absorption et d'émission. Donc, si je compte sur cet élément de volume la variation de l'énergie, de la densité d'énergie, eh ben, c'est ce qui est absorbé. Le B1 de N1, ça c'est le coefficient de l'absorption. B de 1 N2, ça c'est le coefficient de l'émission induite. Le rapport H nu sur C, c'est tout simplement pour un souci d'unité. Dans ce bilan-là, je ne vais pas tenir compte de l'émission spontanée. Pourquoi? Parce que nous avons vu que, à la différence de l'émission induite qui, elle a lieu dans le même sens et de manière cohérente que le faisceau incident, l'émission spontanée, vous voyez, elle a lieu dans différentes directions. Ce qui fait que la probabilité finalement pour que le faisceau émis de manière spontanée traverse la section S à la sortie, eh ben, elle est très faible devant celui de l'émission induite. Ce qui fait que dans mon bilan que vous voyez ici, eh ben, je ne tiens pas compte de l'émission spontanée pour la simple raison que le flux à travers la section de sortie, eh ben, il est très faible. Ceci étant, donc si je veux calculer le coefficient d'absorption, qui est donné ici par la loi de Beer-Lambert. Je vous rappelle que pour avoir une absorption, il faut que le coefficient K soit forcément positif. Donc K n'est autre que la dérivée, vous voyez, la variation de la densité d'énergie par rapport à Z sur U nu. Finalement, ce n'est autre que ce coefficient de proportionnalité. Donc K, ici, eh ben, c'est le coefficient de proportionnalité. Et vous voyez que c'est tout simplement B1 de N1 moins B de 1 N2. Mais il se trouve que dans les conditions normales de température et du fait de la loi de Boltzmann, j'ai un nombre N1 qui est très grand devant le nombre N2. Ça veut dire, vous voyez, ici N2 sur N1, c'est G2 sur G1 exponentielle moins H nu sur KT, et c'est toujours plus petit que G2 sur G1. C'est-à-dire, si G2 sur G1 égale à 1, eh ben, tout simplement, N2, il est plus petit que N1. Donc, dans les conditions normales, nous savons que tous les atomes se trouvent à l'état fondamental. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que mon coefficient d'absorption, ici et là, il est finalement toujours positif. Dans les conditions normales et selon la statistique de Boltzmann, le coefficient d'absorption, il est toujours positif. Ce qui fait que pour un système à deux niveaux, le coefficient d'absorption là, il n'est que faiblement diminué par l'émission induite. Voici l'émission induite. Le coefficient d'absorption, il a certes baissé à cause de l'émission induite, mais il reste toujours positif. L'onde est donc toujours absorbée, mais elle n'est pas amplifiée. Donc, quand vous avez un système à deux niveaux, eh ben, vous aurez toujours un phénomène d'absorption. Or, il se trouve que pour les lasers, le principe même des lasers, il repose sur ce qu'on appelle une inversion de population. C'est quoi inverser la population? C'est tout simplement mettre un nombre d'atomes dans l'état excité très grand devant le nombre d'atomes qui sont à l'état fondamental. Finalement, vous voyez, c'est mettre le rapport N2 sur N1 plus grand devant G2 sur G1. Alors, dans les conditions normales, un laser ne peut pas se produire dans un système à deux niveaux parce que ceci-là, dans les conditions normales de température, il n'est pas vrai. De plus,
du fait de cette petite équation-là, eh ben, on voit bien que l'émission spontanée tend à empêcher l'inversion de population. Pourquoi? Parce que A de 1, ça c'est le coefficient de l'émission spontanée. Et vous voyez qu'il est proportionnel à nu cube. C'est-à-dire, quelle que soit la fréquence, hein, et surtout pour des grandes fréquences, A de 1, l'émission spontanée, elle est très grande devant le coefficient B de 1 qui est celui de l'émission induite. Donc, ce phénomène devient faible par contre aux fréquences hertziennes, c'est-à-dire les basses fréquences, et c'est en effet là que les premiers lasers ont vu le jour. C'est-à-dire, on ferait mieux dans un premier temps de travailler dans les basses fréquences, c'est-à-dire essayer de minimiser le coefficient A de 1 devant le coefficient B de 1. Ici, je vais résumer le principe des lasers, hein, qui est donc le suivant. Vous avez un système dans lequel vous avez une inversion de population, c'est-à-dire un nombre d'atomes N2 qui sont dans l'état excité, très grand devant le nombre d'atomes N1 qui sont dans l'état fondamental, E1. Vous allez envoyer une onde incidente, qui est la différence entre les deux niveaux d'énergie E1 et E2. Eh bien, cette onde incidente va provoquer ce qu'on appelle une émission induite. Celle-ci est cohérente, hein, en tout point au faisceau incident, ce qui fait que ce faisceau-là va être renforcé par rapport au faisceau incident. Pour réitérer ce phénomène-là et le rendre encore plus fort, je vais simplement placer cet amplificateur-là entre deux miroirs qui sont presque 100% réfléchissants. Alors, vous voyez que ce phénomène-là va être réfléchi sur le miroir ici et il va se répéter n fois de sorte à rendre mon faisceau à la sortie du système très grand.